The following is a presentation of the Alenian Chronicle. Please find AutoPix at www.alenian.com. Oser aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, finalement l'inconnu, souvent ça fait peur, justement parce que on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Et puis il y a des situations ou des gens pour lesquels le changement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça m'arrive de rencontrer des gens qui n'ont pas spécialement envie de changer quoi que ce soit. Et c'est OK, chacun son choix, chacun son chemin. En revanche, le forum aujourd'hui, il s'appelle le leadership de la théorie à la pratique. Et il se trouve que le premier pas, voire la clé de la porte vers la pratique, c'est la volonté. C'est-à-dire que personne ne peut mettre en pratique pour vous à part vous-même. Je ne vais pas vous demander à quel niveau vous êtes, je pourrais, mais je ne vais pas le faire pour préciser qu'on n'est pas là pour juger. Chacun vraiment a son propre chemin et son propre niveau d'avancement là-dessus. En revanche, c'est vraiment à vous de passer à la pratique. Et c'est par la volonté que ça passe. Si vous n'avez pas envie de changer quelques petites choses ou d'améliorer votre façon de faire sur certains points, personne ne pourra le faire à votre place. Donc ça commence par là. Alors maintenant, on va parler leadership. Et qu'est-ce que le leadership ? On en discutait avec Déborah, qui est anglaise, et on s'est aperçu finalement que c'est un terme qui n'a jamais été directement traduit. Il y a différents sens, différentes interprétations. On verra notamment comment ça s'applique dans le domaine du sport après la pause avec Olivier. Et pour le moment, j'ai quelques réflexions à vous suggérer, notamment, est-ce que être leader, ça veut dire être en tête ? Est-ce que ça veut dire être en tête au sens être le meilleur ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un super-héros et d'avoir tout fait et tout mieux que les autres pour être un leader ? Est-ce que ça veut dire d'être le chef ? Et qu'est-ce que ça veut dire être le chef ? Est-ce que ça veut dire être en position de supériorité ? Et de supériorité à quel niveau ? De supériorité de capacité ou de supériorité hiérarchique ? Tout ça sont des éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans la notion de leadership, que ce soit conscient ou pas. Et ça peut être aussi montrer l'exemple. Mais alors montrer l'exemple, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut être le meilleur et être devant ? Être devant au sens avoir déjà tout fait, ou est-ce que c'est être devant au sens montrer la voie peut-être, montrer le chemin, montrer la direction ? Et c'est à ça qu'on va ramener, que je vais ramener en tout cas le leadership pour le moment, à cette capacité à mener, à conduire vers un objectif. Et donc le leader, il est censé être devant, non pas pour être le meilleur, mais pour montrer la voie. Et le leader, il a la responsabilité de savoir où est-ce qu'il veut leader son équipe, où est-ce qu'il veut diriger son équipe si on parle d'une équipe. Et donc d'avoir les idées claires sur l'objectif et d'avoir une capacité à stimuler, à entraîner tout le monde pour aller avec lui dans la direction en question. Et c'est là notamment l'importance de l'émotion et d'être capable de stimuler en faisant passer un message, comme on a fait tout à l'heure. Parce qu'un leader qui est capable de stimuler son équipe sur n'importe quel projet, il pourrait être suivi sur tout ce qu'il souhaite. Et maintenant, je vais distinguer deux types de leadership. Le premier, c'est le leadership de soi-même, pour se diriger soi-même. Et le deuxième, c'est pour diriger les autres. Ça peut être un groupe, un projet, une équipe, même dans la famille, c'est applicable. Et je distingue ces deux aspects parce qu'à la fois, c'est de toute façon du leadership, donc les principes sont les mêmes. En revanche, on ne va pas forcément pouvoir se comporter de la même façon vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres. Parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous le même contexte. Et donc, autant il est globalement facile d'être d'accord avec soi-même, autant on n'a pas forcément le même point de vue que les autres. Et donc, pour l'idée les autres, il est question d'écoute aussi et d'être capable de prendre en compte le point de vue de l'autre pour aller stimuler l'autre d'une façon qui lui est appropriée. Maintenant, je vais faire un focus sur l'entreprise. Globalement, dans l'entreprise, on a 3 générations qui coexistent. Et même si je n'aime pas trop les étiquettes, je vais utiliser des termes pour schématiser les choses et faire en sorte qu'on puisse se comprendre. Donc sur ce schéma, j'ai mentionné en haut la génération dite des baby boomers. C'est la génération sortante des entreprises, disons, qui sont sur leurs 10 dernières années d'entreprise. En bas, j'ai mentionné la génération dite Y. La génération entrante sur les 10 premières années d'entreprise.
Et puis entre les deux, on a la génération X, qui est un peu tiraillée entre les deux, à faire en sorte de répondre aux attentes des générations d'avant, et puis de prendre en compte les besoins des générations nouvelles, parce que faut bien les entraîner et à suivre. Et c'est là qu'on voit apparaître la notion de paradigme, avec notamment un ancien modèle et un nouveau modèle. L'ancien modèle qui correspond donc aux anciennes générations, qui repose sur l'unicité. Notamment, à l'époque, quand il était question de démarrer sa carrière, on démarrait avec une entreprise et puis c'était dans le but de passer toute sa carrière dans une entreprise. À tel point qu'aujourd'hui, ça m'arrive de discuter avec des gens qui sont en fin de carrière et pour qui c'est presque inconcevable de changer de boulot et de changer d'entreprise plusieurs fois. Et donc cette unicité, elle correspond au contexte de l'époque. Et donc il était question de se conformer à l'entreprise, de rentrer dans un certain cadre et de respecter donc cette conformité. Et au niveau du leadership, on était sur un modèle d'autorité pour surveiller et contrôler que justement tout le monde se conformait au modèle unique de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, imaginez les générations actuelles. Elles arrivent, avant même d'arriver dans le milieu professionnel, elles sont formées déjà à être mobiles, à être capables de se redéfinir, à être capables de changer de direction ou même de profession en cours de route. Et notamment avec l'émergence des sociétés de services, on est censé être mobile au point de, quasiment du jour au lendemain, de devoir terminer un projet, en redémarrer un autre, parfois sur un domaine complètement différent, de se redécouvrir, de se redéfinir, en peut-être se formant à un nouveau domaine. Et même, on a besoin d'être mobile aussi, c'est-à-dire d'être capable de se recréer en permanence, y compris dans son contexte de vie. Donc tout ça, ça correspond à un contexte qui fait qu'aujourd'hui, et ce n'est pas que les générations entrantes, puisque tout le monde bénéficie de ce contexte qui est en train d'évoluer. On est là vraiment dans un mode beaucoup plus de diversité, de créativité et d'agilité, et c'est ce qui se retrouve notamment avec les méthodologies qui émergent et qui sont de plus en plus déployées en ce moment, les méthodes agiles notamment, Scrum, Kanban et autres. Et donc, ce modèle-là, il est beaucoup plus sur un mode de leadership, de délégation, de soutien, parce que c'est ce qui correspond et ce qui va fonctionner avec ce nouveau contexte. Donc, j'ai mentionné le contexte en évolution à travers les générations qui ont forcément une vision différente aujourd'hui de la vision qu'avaient les anciens il y a quelques années. J'ai pas encore précisé que c'est une période de transition, dans le sens où ce n'est pas du jour au lendemain qu'on passe de l'ancien paradigme au nouveau paradigme. C'est petit à petit, les générations, elles coexistent, les ambiances coexistent, et donc petit à petit, on est en train de passer d'un modèle à l'autre. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément confortable, parce que on perd des repères, et puis on a besoin d'en créer d'autres, et à quel moment on y arrive, petit à petit, au fur et à mesure, et on est censé le faire tous ensemble pour que ce soit dans les meilleures conditions. Donc le but, c'est de trouver l'équilibre et d'adapter son leadership au contexte, aux individus et aux valeurs qui vont permettre de porter le projet ou l'équipe. Alors aujourd'hui, en entreprise, on a un vrai challenge. Une vraie difficulté, c'est que jusqu'à présent, la progression individuelle personnelle était associée à la position, notamment hiérarchique et de leadership. Ça, c'est une difficulté parce que ça mixe deux objectifs qui sont presque contradictoires, c'est-à-dire un objectif personnel individuel et l'objectif de faire grandir une équipe, par exemple. Faire grandir au sens développer et soutenir les membres de l'équipe. Pour illustrer ça, je vais parler des oies sauvages. Je ne sais pas si vous connaissez le fait que quand elles migrent vers le sud à l'automne, elles volent en formation en V, toujours en groupe. Et il se trouve qu'en faisant ça, ça leur permet d'augmenter leur autonomie de vol de plus de 70% par rapport à une oie qui volerait seule. Et c'est le principe, c'est ce qu'on voudrait dans une équipe, de pouvoir aller beaucoup plus loin que si on était tout seul, sinon autant y aller tout seul. Et alors, il y a deux éléments importants
par rapport à ça, c'est que le premier, on le voit sur l'image que j'ai mis des deux oies, c'est que l'oie qui est en tête, elle est légèrement en dessous. Et ces mouvements d'aile vont soutenir l'oie qui est derrière pour lui faciliter la tâche, ce qui fait que l'oie qui est derrière va fournir moins d'efforts pour pouvoir avancer avec l'oie qui est en tête. Donc, le leader, il facilite le chemin pour les autres, mais il est légèrement en dessous. Donc, on a une difficulté par rapport à la posture. Si le leader, il est en position de supériorité, notamment hiérarchique, ou pour diverses raisons, c'est contradictoire avec le fait de se mettre en position dite basse pour soutenir les autres et pour aider les autres à se développer, à grandir et à être capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le deuxième élément qui est important, c'est que la position de leader, pour les oies notamment, elle est fatigante. Ce qui fait qu'elles vont se relayer régulièrement pour que le leader puisse passer derrière et se reposer. Et une des oies qui était derrière et qui fournissait moins d'efforts va pouvoir passer en tête et entraîner tout le groupe. Alors vous imaginez bien qu'en entreprise, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La personne qui enfin a réussi à avoir son évolution personnelle, sa promotion, être le chef, c'est inconcevable de pouvoir laisser sa place comme ça et de tourner. Il y a une contradiction. Et il y a une contradiction qui ne dit pas que l'ancien modèle est moins bien que le nouveau. Il dit simplement que le contexte évolue, que les générations évoluent et que c'est comme ça, on doit s'y adapter. Et d'être conscient des différents éléments qui sont contradictoires et qui nécessitent de l'attention, ça permet de savoir où regarder pour faire évoluer certains éléments et donc s'adapter au nouveau contexte et faire en sorte que le leadership continue à fonctionner, voire fonctionne encore mieux pour les générations qui arrivent. Alors, maintenant, j'en reviens à mon schéma. Imaginez que les générations d'avant, elles ont été leadées sur un modèle d'autorité. Et donc, notamment, derrière ça, il y a la peur de ne pas rentrer dans le moule. Et donc, il faut absolument se conformer. Donc, tous les gens aujourd'hui qui sont en position de leadership, ils ont été, eux, à l'époque, leadés dans une ambiance de peur. À force d'être dans cette ambiance de peur, aujourd'hui, ils se retrouvent en position de leader dans une ambiance de peur. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire peur peut-être de ne pas être à la hauteur, peur de perdre sa place, peur que les jeunes qui arrivent, ils ne soient pas comme il faut qu'ils soient, ou bien que de ne pas réussir à les diriger correctement. Et toute cette ambiance de peur, tous ceux qui arrivent, qui sont là où de toute façon, on leur dit qu'ils vont devoir se redéfinir et se recréer en permanence et être mobiles, etc. Vous croyez qu'ils ont envie d'être leadés par la peur ? Non. Et ce n'est pas vrai que pour les générations actuelles, c'est vrai pour tout le monde, puisque c'est un contexte qui évolue où on n'a pas envie d'être leadé par la peur, parce que ça ne fonctionne plus. De toute façon, peur de quoi ? Perdre son job ? On peut perdre son job de toute façon. Donc ça ne fonctionne plus, la stimulation, elle n'est plus là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut aller chercher une autre stimulation. Et donc, arrêter le leadership par la peur et passer plus sur un mode de leadership par la confiance. Face à cette liberté affirmée qui est finalement imposée par le contexte relativement instable par rapport à ce qu'il a pu être dans le passé, et donc d'être sur un mode de leadership par la confiance, pour aller stimuler, pour aller donner envie aux gens de rester, de s'engager sur un projet et d'investir leur énergie pour y aller tous ensemble et réussir à atteindre un objectif déterminé. Donc les valeurs, elles ont changé. Notamment, on passe de la peur à la confiance, il y en a d'autres qui ont changé, et donc le leadership, il doit s'adapter au fur et à mesure. Et comme je disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Ça ne veut pas dire que le nouveau modèle, il est mieux que l'ancien. Ça veut simplement dire qu'on est en train de redéfinir un modèle qui correspond au contexte actuel. Et c'est tous ensemble qu'on le fait finalement. Donc petit à petit, il est question d'intégrer les nouvelles valeurs. Et effectivement, pour être un leader, donc pour être en tête, il y a tout intérêt à intégrer les nouvelles valeurs d'aujourd'hui au plus vite pour justement se retrouver en position de leader et d'entraîner les autres vers ce qui nous attend demain. Donc cette vidéo, elle montre deux parties. Il y a une première partie pendant laquelle on voit différents personnages face à une situation qui les inquiète, où ils reculent,
ou ils reculent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et est-ce que ça donne envie de les suivre, de leur demander où ils vont et d'aller avec eux? Pas sûr, hein. Par contre, dans la deuxième partie de la vidéo, où chacun, face à sa propre situation, va affronter, va oser y aller, surmonter les petites voix qui disent « attention, j'ai peur », et y aller, là, ça donne beaucoup plus envie de leur demander où ils vont et d'aller avec eux. Et aujourd'hui, c'est ça. On n'a plus envie, on n'a plus besoin d'être motivé par la peur, et on va être motivé par la confiance en soi, la confiance en l'autre, pour aller tous ensemble vers quelque chose qui nous correspond et qui nous plaît. Et c'est là que je mentionne l'importance de l'émotion, de la stimulation, de l'enthousiasme que je vous ai fait expérimenter au début. Parce que si on arrête la peur, il faut bien quelque chose pour entraîner, pour stimuler les autres. Ça peut être se stimuler soi-même aussi. Et donc, il est question d'arriver à créer une énergie autour de l'objectif. Donc, le leader, c'est important pour lui, dans sa posture, d'avoir les idées claires sur quel est ou quels sont les objectifs et d'être capable de vivre avec, d'être avec et de transmettre des messages, de transmettre l'importance et l'intérêt pour chacun dans l'équipe, par exemple, d'avancer vers cet objectif. De toute façon, les membres d'une équipe, s'ils sont là dans une équipe et qu'ils sont censés travailler pour les objectifs de l'équipe, de toute façon, ils sont censés le faire. Sauf que la valeur ajoutée du leader, elle peut être justement d'arriver à stimuler, de donner envie, de motiver pour l'objectif. Et comme ça, on peut tous ensemble dans une équipe avancer avec passion, avec plaisir, avec énergie. Et généralement, c'est beaucoup plus productif. This has been a presentation of the Alenian Chronicle. Please find more information at www.alenian.com.